Je n'ai rien appris sur la technique et tout sur un peu de philosophie et beaucoup d'idéologie. Il y a quelques temps, j'ai vu une vidéo de Barbares Civilisés qui parlait de la dérive de l'idéologie aux Beaux-Arts. Il nous expliquait justement qu'aux Beaux-Arts, notamment aux Beaux-Arts de Paris, était enseigné seulement l'art contemporain. C'est un art qui est devenu une norme, une sorte de nouvel académisme, et qui est subventionné par tous les pouvoirs publics. Dans les écoles d'art sont complètement écartés tous les enseignements autour du beau et de la technique. Et là, il se trouve qu'avec l'ère de l'art contemporain qu'on est en train de vivre, et plus précisément sa partie conceptuelle, le contenu, l'idée, prend beaucoup plus d'importance. Même si elle était déjà très développée avant, là, il n'y a plus que ça, puisque la forme s'amoindrit. Moi qui ai étudié aux Beaux-Arts, je me suis demandé si c'était pas une arnaque, si je m'étais pas fourvoyée, puisqu'apparemment on pense trop et trop mal. Donc j'ai décidé de te faire cette vidéo pour qu'on puisse en discuter ensemble. C'est parti. Et pour quelqu'un qui ne fait pas partie du milieu de l'art, ça paraît complètement absurde de faire autre chose que du beau en école d'art, mais effectivement, de plus en plus, aux Beaux-Arts, les enseignements autour du beau disparaissent. Ces Beaux-Arts, je m'y suis intéressé. Déjà en passant devant le bâtiment, je le trouvais très beau. Et j'étais avec Missor à ce moment-là, il m'avait dit qu'il y était déjà rentré et qu'à l'intérieur, c'était magnifique. Mais pour comprendre pourquoi le beau n'est plus la préoccupation numéro 1 aux Beaux-Arts, il est important de comprendre dans quel contexte les écoles ont été créées et de quelle manière l'enseignement a évolué au fil du temps. Les Beaux-Arts de Paris ont été créés en 1817, à l'époque de la Restauration, donc le retour de la monarchie au pouvoir et de Louis XVIII. C'est à ce moment-là aussi que Napoléon a abdiqué et c'est suite aux 100 jours. Et donc, en toute logique, l'art de l'époque est le néoclassicisme. De 1750 à 1830, les valeurs qu'il incarne sont la beauté idéale, la vertu, le rationalisme, la ligne et la culture de l'Antiquité méditerranéenne. Mais on est aussi aux prémices du romantisme qui démarre 20 ans après et qui met en avant le cœur et la passion, mais on y reviendra plus tard. Les Beaux-Arts de Paris ont été créés après l'Académie royale de peinture, qui a elle-même été créée en 1648, sous l'impulsion de Louis XIII, qui avait défendu cette vision par rapport aux corporations. Les corporations, c'est un corps de métier qui contient indistinctement les artistes et les artisans, mais l'Académie vient briser cette union pour créer une hiérarchie des genres artistiques avec les artistes un cran au-dessus des artisans. Et donc, au sein de l'Académie, les artistes ont une pratique codifiée de la peinture et de la sculpture à laquelle ils doivent se soumettre. Évidemment, il y a une sélection sociale des artistes qui sont représentés. Du coup, l'art devient un instrument du pouvoir et de la monarchie, et toutes les règles qui sont édictées à l'Académie deviennent une référence théorique et pratique dans la sculpture et dans la peinture. Les académiciens qui reçoivent des commandes et des financements sont libérés de la dépendance corporative, mais ils ont une discipline collective à respecter et ils sont soumis au goût dominant du pouvoir. Et donc cette académie où les artistes sont sélectionnés selon leur origine sociale et où on pratique un art qui est au service de la politique et de la religion et où on indique aux artistes comment ils doivent faire leur art et comment ils doivent penser est naturellement supprimé à la Révolution. Et c'est dans cet état d'esprit de refus de domination du pouvoir que sont créés les Beaux-Arts. Comme on l'a vu dans une vidéo que j'ai fait précédemment et que je te mettrai dans le i, le beau n'est pas qu'une question subjective. Le beau, c'est la représentation d'un idéal commun, ce qui rassemble tout le monde, c'est-à-dire la religion, les grands hommes, la grandeur de manière générale. Quand on pense par exemple à la cathédrale Notre-Dame de Paris, est-ce qu'on se serait rassemblé pour construire un monument autour d'une autre cause que celle de Dieu? Mais il se trouve que, suite à la Révolution, on fait face à un déclin du pouvoir monarchique et religieux. Et même si c'est le déclin d'un idéal commun et qu'il y a moins d'argent qui est dépensé dans l'art puisque l'art était financé par le pouvoir, on peut quand même se réjouir de la liberté. Par exemple, la construction du château de Versailles a nécessité 36 000 ouvriers
entre 2,2 et 6,3% du budget annuel de l'État. Les travailleurs qui n'étaient pas assidus et qui produisaient un travail de mauvaise qualité avaient des punitions de type châtiment corporel ou des emprisonnements, tout ça qui avait été mis en place par Colbert. Il y avait beaucoup d'accidents du travail qui étaient parfois mortels et surtout les conditions sanitaires étaient totalement déplorables. Les premières causes de mortalité étaient les épidémies et les sous-alimentations. On dénombre jusqu'à 1320 décès entre 1684 et 1685. Donc faire du beau, d'accord, mais à quel prix ? On peut tout à fait comprendre qu'il y a eu une révolution. La naissance de la sociologie est issue de la philosophie des Lumières. Les artistes se mettent à penser par eux-mêmes. Ils vont à la recherche de leur propre sensibilité, ils suivent leurs propres idéaux. La sociologie coïncide avec la naissance de la pensée individuelle, de la réussite personnelle, ce qui donnera bien plus tard cette mentalité autour de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Et on assiste progressivement au passage du néoclassicisme, qui est l'art du pouvoir, au romantisme, qui concerne à la fois les arts plastiques et la littérature. Le romantisme, c'est un art du sentiment, de la passion, du mysticisme, du drame. Il s'agit d'explorer toutes les pistes offertes par l'expression artistique pour exprimer les tourments de l'âme de l'artiste. On voit que l'art prend une tendance de plus en plus individuelle avec le romantisme, puis l'impressionnisme, puis l'art moderne et l'art contemporain. Autrefois, on s'intéressait uniquement aux individualités des puissants, mais avec la Révolution et avec l'évolution des mentalités, on a pris en compte peu à peu toutes les individualités. Et dans l'art, comme dans toutes les sciences, on assiste à la représentation de toutes les cultures. Et c'est de là que, en continuité de la philosophie des Lumières, est née la sociologie. Mais donc le rôle des beaux-arts est un rôle élevé et pas leur platitude de sociologie. Et comme barbare civilisé, je me suis demandé ce que venaient faire ces platitudes de sociologie aux Beaux-Arts. Après tout, la sociologie c'est quoi ? À quoi elle sert ? La naissance de la sociologie correspond à peu près à la naissance des Beaux-Arts vers 1800, dans le but de dépasser les pouvoirs autoritaires, que ce soit la religion ou la monarchie. Et donc la sociologie, qui vient de la philosophie des Lumières, c'est littéralement la science de la société. Dans le cadre de la sociologie, on s'intéresse aux autres cultures, aux autres systèmes de pensée, aux autres sociétés, et ça va devenir les bases de l'art à la suite de la Révolution. Passer à côté de la représentation des autres cultures, c'est passer à côté d'un des artistes les plus géniaux du XXe siècle, qui est Jean-Michel Basquiat. Dans son travail, il a largement mis en avant ses origines africaines et hispaniques, et aussi les figures noires américaines comme Mohamed Ali, Malcolm X, avec le symbole de la couronne. Il a toujours dénoncé l'oppression de la communauté noire dans un racisme ambiant. Il est issu de la culture populaire et il a commencé son travail avant de passer sur des toiles par du graffiti dans les rues de New York. Les platitudes de sociologie, c'est plutôt naturel de ne pas s'y intéresser quand on est un homme blanc, européen, valide, qui vit dans des conditions relativement favorisées par rapport au reste du monde. Je tiens aussi à mentionner que les femmes ont été admises seulement 80 ans après la création des Beaux-Arts de Paris. Elle le dit après, elle lui dit oui, vous aviez dit que vous étiez un homme blanc, c'est très bien comme ça. C'est arrêter des fois de dire je, même si moi-même j'ai voulu lâcher le nous pour dire je pense qu'à un moment donné c'est arrêter de dire je. Mais effectivement, il y a peut-être trop d'idéologie aux Beaux-Arts. Et en dehors du fait que toute cette idéologie balaye trop de techniques, il faut dire aussi que le problème c'est qu'elle ne représente personne. Peut-être que représenter le Christ avec un vêtement en latex, tout le monde ne s'y retrouve pas. C'est en général là que vont les subventions, mais ce n'est pas pour autant qu'ils nous ressemblent. Et si les subventions vont à des œuvres qui ne nous représentent pas, est-ce que faire une œuvre sur le Christ nous représenterait davantage actuellement ? Il y a beaucoup plus de profondeur dans la théologie que dans les sciences sociales. Alors que le nombre de catholiques pratiquants baisse d'année en année en France, mais il y a contradiction dans les propos. D'un côté, on critique l'idéologie de l'art contemporain aux Beaux-Arts, et de l'autre côté, on nous dit qu'aux Beaux-Arts, on devrait apprendre la technique, le beau, encourager la grandeur. La technique, qui est la spécificité des Beaux-Arts, on est censé avoir là-bas les meilleurs techniciens de l'art,
Je rappelle que le mot art en grec c'est techné, donc la technique, et même en latin ars veut dire technique. Et le problème c'est que les œuvres que je vois, en dehors de la provocation qu'est un latex, sont juste très faibles techniquement, et c'est ici qu'on devrait avoir le sommet. Et donc on se trouve à chasser une idéologie pour en imposer une autre. Pour moi, il y a une responsabilité de ce genre d'institution qui a hérité de la grandeur, de le perpétuer. Mais l'œuvre de Misor parle uniquement aux idéologues. Quand on regarde la vidéo « Pourquoi j'ai sculpté Napoléon », on s'aperçoit qu'il a parlé à 95% de Napoléon et 5% d'art, voire moins. Je sculptais Napoléon et j'ai compris quelque chose d'important sur la vie, sur ma vie, sur la France. Et c'est là-dessus qu'il vend son œuvre d'art. Effectivement, s'il sculptait Michel, son voisin de palier, ça se vendrait moins. Et donc, les acheteurs de Misor ne sont pas des collectionneurs d'art, c'est des lecteurs de littérature, de philosophie, des personnes qui sont adeptes d'une réussite personnelle, qui sont dans le développement personnel ou dans l'entrepreneuriat, comme on peut le voir avec Antoine BM. Et donc, moi j'ai tout de suite été séduit, moi je voulais en acheter une, bon tu me l'as offert, c'est super gentil, mais j'allais en acheter une parce que j'ai tout de suite été séduit quand vous avez vu que vous avez fait donc Misor a fait Nietzsche, ensuite il a fait Napoléon, et donc voilà, si tu t'intéresses à ces personnalités-là, ça fait complètement sens. On dit que les étudiants des Beaux-Arts de Paris, qui seraient pervertis par l'idéologie, produisent une œuvre d'art relative au Christ en latex, ce qui serait le reflet d'une perte de sens du beau et d'une faiblesse dans la technique. Mais quand on regarde l'œuvre de Misor, et moi j'ai aucun avis à titre personnel, je parle simplement par rapport aux arguments qui sont avancés, on se rend compte que la recherche artistique est plutôt limitée, puisqu'il travaille à partir de photos, à partir de bustes existants, et il nous explique qu'il a créé des micro-changements d'expression. Quand on voit les traits de Napoléon, ils ne sont pas parfaitement fidèles à son anatomie, mais ils sont plus guerriers. Ça symbolise l'immense guerrier qu'a été Napoléon. Mais on s'aperçoit que c'est pas du tout quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été fait par des artistes néoclassiques comme Canova, qui était le sculpteur officiel de Napoléon par exemple, dont il a changé les traits au fil des années et au fil des événements de sa carrière politique. On peut s'accorder à dire qu'on est dans une démarche qui est historiquement et culturellement largement validée. Le retour à la représentation de l'Antiquité, c'est quelque chose qui est déjà vu avec la Renaissance et le néoclassicisme, donc on n'invente rien. Par ailleurs, on est dans la représentation de personnages connus, Dostoïevski, Nietzsche, Jules César, et puis on choisit aussi de faire des bustes, qui est une forme déjà connue, déjà validée. On peut dire que tout ça fait déjà consensus dans la tête des gens. Par exemple, aux Beaux-Arts, j'avais des amis qui écoutaient Édith Piaf, Jacques Brel. Alors certes, on peut admettre, et je l'admets tout à fait, que ce soit des musiques très intéressantes, très belles, très inspirantes, mais on peut pas dire qu'on se risque énormément dans ses choix artistiques. Avec tout ça, on est bien conscient qu'on peut pas apprendre aux étudiants des Beaux-Arts à produire un art du passé, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme enseignement ? Barbare Civilisé nous dit que proposer une œuvre en latex en rapport avec le Christ dans le cadre magnifique de l'école des Beaux-Arts de Paris, c'est une honte, c'est un art vulgaire comme le serait les œuvres de Murakami à la Galerie des Glaces ou alors Jeff Koons sur la place Vendôme. Mais comme on a pu le voir à travers l'histoire, le beau et la technique sont le produit de la soumission à une idéologie monarchique et religieuse. Et donc on est face à des artistes qui n'ont pas de libre arbitre. Mais alors, en 2021, est-ce qu'on peut imposer aux étudiants en art comme seule valeur artistique le beau et la technique ? Surtout, c'est universel, c'est-à-dire que ces beaux-arts-là s'appellent les beaux-arts, pas les beaux-arts relatifs en fonction des goûts de chacun. C'est fait pour rayonner sur le monde et que le monde puisse voir ce rayonnement. Et ça se voit à l'architecture, c'est tout bonnement magnifique. Je crois qu'il y a quand même un problème d'appellation. On devrait cesser de parler des beaux-arts puisqu'on n'est pas uniquement à la recherche du beau, voire pas du tout. On devrait les appeler école supérieure d'art, école d'art, ou bien même école d'art contemporain, puisqu'on enseigne l'art de son temps
contemporain. Et l'art, c'est tout simplement le reflet de l'évolution de la société, à savoir le déclin de l'idéal commun, la religion, le culte des grands hommes, pour le développement de la pensée personnelle, et donc la représentation de tous les types de pensée, à savoir la sociologie, mais aussi l'essor de la société de consommation. Est-ce qu'il faut mettre les individus sous tutelle pour produire du beau et de la technique, ou prendre le risque de sacrifier ces critères pour le laisser s'exprimer librement? C'est une proposition intenable à notre époque. Et donc ça paraît logique de faire un art de son temps. Les artistes sont toujours hantés par les mêmes questions qui sont liées à l'existence, qui sont liées à la fragilité du monde, qui sont liées aux relations amoureuses, à l'humanité. Ce sont toujours les mêmes thèmes. En revanche, ils sont abordés avec une époque qui forcément colore et détermine autrement la création. L'art a toujours suivi les préoccupations de l'époque dans laquelle il a été créé. Par exemple, si tu veux devenir maçon ou architecte, à l'heure actuelle, on t'apprend pas à tailler des pierres et à construire des temples grecs, même si on considère que c'est plus noble que de construire des pavillons individuels. Aux Beaux-Arts, même si on s'inspire d'artistes qui nous ont précédés, on est plutôt dans le refus de refaire ce qui a déjà été fait et dans la pièce unique. Comme on peut le voir dans les vidéos des membres de l'équipe de l'atelier Missor, Florent Tavernier, Barbare Civilisé et Missor lui-même, on est dans une production de type industriel, voire tayloriste, et on est donc sans jugement plutôt dans un business model artistique. Et donc je pense que c'est vraiment, en vrai c'est un business model qui est complètement sous-estimé par les youtubeurs. Ou comment monétiser nos idées, et ça aussi c'est de l'idéologie autour de Jules César, Dostoïevski et Nietzsche en particulier. Bah, c'est vrai que c'est le placement de produit, entre guillemets, c'est la merch, en fait, c'est la merchandising, ouais, la plus cohérente. Parce que moi, j'aurais jamais voulu faire des t-shirts, des mugs, des casquettes, des trucs comme ça. Et les membres de l'équipe se cachent pas d'être dans une démarche entrepreneuriale et dans une volonté aussi de profit. Mais c'est difficilement comparable avec la démarche des Beaux-Arts qui est totalement opposée, puisque dans ce type d'école, on essaye de proposer une formation, un master à des étudiants qui vont rentrer plus tard dans le milieu du travail. Je veux un métier qui a un rapport avec l'art, mais pas forcément juste être artiste. Ça. Au GK, pour moi, je suis pas artiste. Et aussi, plus généralement, une réflexion sur le monde dans tous les domaines, qui soient artistiques, mais aussi théoriques, qui entourent la création de l'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on s'éloignait de plus en plus de la mission originelle des Beaux-Arts, qui est purement la technique. Et quand on propose une formation à Bac+5, ce qui n'était pas le cas des Beaux-Arts à l'origine, comme les Beaux-Arts de Paris, on peut quand même pas proposer uniquement des savoirs artisanaux, mais on est obligé quand même de les étendre à des savoirs théoriques plus généraux. Et comme le dit le directeur Jean de Lozy, aller aux Beaux-Arts, c'est aller au-devant de sa propre sensibilité et tout le discours développement personnel qui va autour. C'est choisir ses propres références et pas être dirigé comme autrefois par un maître d'apprentissage ou par des hommes puissants qui ont du pouvoir, que ce soit les rois ou les religieux. Ce que je recherche le plus possible, c'est d'écouter mes questions intérieures et de trouver la forme qui soit la plus juste par rapport à la question que je me pose. C'est aussi rechercher son propre idéal, représenter différentes visions du monde dues à l'ouverture de la pensée et porter un message qui inclut tout le monde. Et pour conclure, l'art a toujours suivi les évolutions historiques et les préoccupations de l'époque à laquelle il a été fait. S'il faut sacrifier le beau au profit de la liberté de l'individu, moi je prends le risque. Par ailleurs, pourquoi critiquer une certaine idéologie pour vouloir en imposer une autre? Je pense que différents types d'art peuvent coexister sans imposer d'idéologie particulière, sans faire un encadrement moral autour. Et on peut aussi tout à fait être un artiste en dehors du cadre de l'art contemporain et vendre ses œuvres à titre individuel comme le fait Missor. J'espère que cette vidéo un peu différente t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux plus de contenu au sujet des beaux-arts, au sujet de la vie d'artiste, je t'invite à t'inscrire à ma liste email. C'est le premier lien en description. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!